Je suis Claire Fonselli, je suis effectivement docteure en sciences du paysage et je vais vous présenter une communication qui est issue de mes travaux de thèse qui a été soutenue en 2018 et qui s'appelait « Construire des immeubles au royaume des maisons ». Pour mettre un petit peu de poésie dans l'immobilier. Et je vais vous présenter surtout les contraintes liées à la densification en contexte périurbain. Alors moi, je voulais tout d'abord, comme je ne connaissais pas très bien le public de la conférence, rappeler un petit peu ce que c'est que le périurbain et en quoi c'est un espace avec des contraintes particulières. Donc moi, en termes de périurbain, je m'intéresse à la définition de l'INSEE qui dit que les communes périurbaines sont les communes qui sont en discontinuité d'urbanisation par rapport à la banlieue et qui envoient travailler au moins 40% de leurs actifs dans l'unité urbaine, c'est-à-dire la ville-centre et la banlieue. Donc vous voyez ici le périurbain francilien, Paris, s'approche couronne. Non, c'est pas ça. Paris s'approche couronne et en marronâtre, on va dire, les communes périurbaines qui correspondent à une large partie de l'Île-de-France et qui dépassent même, et c'est très important, les limites de la région Île-de-France. Et dans ce périurbain, on a des communes assez diversifiées. On peut avoir des villes en tant que telles, comme la ville de Meaux, qui a quand même 50 000 habitants et qui est considérée comme étant une commune périurbaine, même si elle a ses propres logiques, ses propres formes d'organisation. Et moi, je me suis intéressée dans ces communes à étudier des bourgs. J'entendais par là des communes qui avaient entre 500 et 6 500 habitants, qui avaient encore des fonctions de centralité des commerces, en fait, qui correspondaient à l'image classique de ce qu'on se fait d'un village, c'est-à-dire un bâti continu où vous pouvez aller acheter votre pain à pied et déposer vos enfants à l'école maternelle ou primaire, si vous avez des enfants. Et donc, dans ces communes, qui sont identifiées notamment dans les schémas régionaux d'aménagement, dans le SDRIF, comme étant des communes sur lesquelles il est nécessaire de faire une densification, justement parce qu'on a des fonctions de centralité et qu'on a la possibilité d'avoir de l'activité sur place. Dans ces communes, on a une importance des enjeux de densification, plus que dans des communes de plus petite taille, à mon sens. En fait, ces communes, ce sont des communes qui se sont historiquement construites de manière assez dense, puisque les villages, de manière traditionnelle, sont assez denses, avec de l'habitat de centre-bourg accolé, qui est souvent des petits immeubles ou des maisons individuelles, mais accolés, avec 1 ou 2 étages. À partir des années 50-60, on voit une dynamique de périurbanisation, une dynamique d'étalement urbain qui va toucher de plein fouet ces communes. D'abord l'ouest francilien et puis ensuite l'est seine-et-marnais. Ça va être le grand temps de la production de logements individuels sous forme pavillonnaire, que ce soit par du lotissement ou par du mitage. Aujourd'hui, ces communes vont se confronter à des enjeux en matière de densification. Ça ne veut pas dire que on a réussi à enrayer l'étalement urbain, mais il y a quand même de plus en plus des réflexions sur comment revenir à une trame urbaine plus classique, comment en fait reconstruire un petit peu comme on le faisait avant les années 50. Et c'est ces projets-là que j'ai souhaité étudier. En fait, ces projets, ils sont particulièrement stratégiques parce qu'aujourd'hui, en Île-de-France, la plupart des communes périurbaines connaissent un vieillissement de leur population. Très simplement, l'habitat s'est construit dans les années 50-60. Les ménages qui ont emménagé à l'époque avaient 30 ans, ils en ont maintenant 70-80. Ils ne peuvent plus se maintenir en maison individuelle. Il faut trouver un petit peu comment est-ce qu'on peut reconstituer un parcours résidentiel. Donc des enjeux en termes de vieillissement. Des enjeux aussi en matière de famille monoparentale. Le périurbain est vu comme étant le lieu de vie des familles. Sauf que de plus en plus, les familles divorcent. Et comment est-ce qu'on continue à se maintenir sur une commune périurbaine, dans une maison individuelle, lorsqu'on a un salaire et non plus 2 pour le couple. Donc, de plus en plus, des préoccupations qui émergent de la part de certains élus, de la part des pouvoirs publics, sur comment est-ce qu'on peut proposer un parcours résidentiel. S'ajoute à cela la question des enfants, des jeunes ménages des cohabitants qui veulent parfois se maintenir à côté de chez leurs parents et habiter dans la commune où ils ont grandi. Donc, une nécessité de réaliser d'autres types de logements que la maison individuelle qui est très très présente dans ces communes et des élus qui se saisissent de ce sujet et qui tentent de trouver des solutions, notamment en densifiant et notamment en proposant du logement collectif et parfois du logement collectif social. Bon, ça c'est dans une idée, une stratégie globale, c'est en tout cas
comme ça que ça a été construit par certains élus et par les pouvoirs publics. Mais vous l'avez dit, beaucoup de présentations ce matin s'y sont attardées, il y a quand même une difficulté à faire accepter ces politiques de densification, et c'est particulièrement vrai dans des communes périurbaines de 2000 habitants, où le maire a été à l'école primaire avec la moitié des habitants, où il connaît tout le monde, et où les conflits sont vraiment en caisse de résonance et sont particulièrement violents à cette échelle-là. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes lois qui ont imposé la densification, qui ont en tout cas tenté de l'imposer, en tout cas permis qu'il y ait de plus en plus d'outils pour l'imposer. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de dire que si la densification s'impose sur ces communes-là, ce n'est pas tellement par des politiques publiques qui ont été pensées en tant que telles. Certes, on a de plus en plus d'outils pour densifier, la loi SRU, la loi ALUR, mais ce qui fait que la densification s'est imposée, c'est des croisements de lois qui n'ont pas été pensés à cette époque-là. En fait, on a vu une densification dans le périurbain francilien importante du fait de la loi SRU, et notamment du fait de l'article 55 qui vise à réaliser au moins 20 puis 25% de logements sociaux dans ces communes. En fait, on a eu un redécoupement des intercommunalités en Île-de-France qui a rendu applicable cette loi SRU sur de nombreuses communes, alors que c'était un impensé total. C'est-à-dire que pendant mes entretiens de thèse, j'ai même appris à des élus qu'ils allaient être soumis à cette loi SRU, qu'ils allaient devoir réaliser 25% de logements sociaux du fait de leur rattachement à une nouvelle intercommunalité, chose qu'ils n'avaient pas du tout envisagée. Et ça a été une problématique importante et ça a accentué la question de la densification sur ces communes-là, qui sont de plus en plus contraintes sur leur terrain qui ne peuvent plus aller vers de l'extension urbaine et qui sont donc obligés de réaliser du logement social en densification avec des problèmes d'acceptabilité qui se renforcent évidemment, puisque déjà densifier c'est compliqué, mais si vous annoncez que vous densifiez en faisant du logement social, là ça devient vraiment problématique. Alors non, j'ai du mal à trouver le sens, je suis plus habituée au rétroprojecteur. Donc voilà, cette question de l'acceptabilité, du rejet par certaines populations locales, qui se traduit sur des communes que j'ai étudiées par des pétitions très nombreuses, très signées, par un phénomène très courant qui s'appelle maire qui bâtit, maire battu. Les maires bâtisseurs qui sont renversés aux élections municipales parce qu'ils avaient un projet de logement social qui pourtant leur était imposé du fait de leur attachement à une intercommunalité. Et donc, dans cette complexité, moi j'ai appelé ça de manière très prétentieuse les apories de la densification, donc des solutions insolubles. Comment est-ce qu'on peut réaliser de la densification ? On voit une certaine adaptation de pratiques des professionnels pour trouver des solutions pour densifier au-delà de la métropole. En fait, non seulement vous avez un problème d'acceptabilité par les populations locales, mais vous avez aussi un autre problème qui est celui du coût de la densification. Alors, ce n'est pas des études que j'ai faites parce que je ne suis pas du tout économiste, mais c'est des études que j'ai reprises qui soulignent que densifier coûte beaucoup plus cher que de construire du logement en extension urbaine. C'est assez logique, mais également que produire du logement collectif coûte beaucoup plus cher que produire du logement individuel. Tout simplement parce que vous devez supporter des coûts, prendre un architecte, c'est toujours conseillé, mais vous êtes obligé quand vous faites un logement collectif, souvent faire des parkings qui sont des parkings souterrains, des parties communes et des normes qui s'appliquent plus strictement au logement collectif qu'au logement individuel. Donc, des opérations qui sont très coûteuses. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans la plupart des communes périurbaines, si on laissait le marché libre, il ne se construirait que de la maison individuelle. Et donc, si on veut faire du logement collectif, il faut avoir un apport d'argent qui est de l'argent public, de l'argent qui va être dépensé par les communes, qui peut être apporté par d'autres collectivités territoriales, par de l'ingénierie publique ou parapublique, par les établissements publics fonciers, etc. Ça veut dire que non seulement les gens ne sont pas ravis d'avoir des logements qui sont construits à côté de chez eux, mais en plus, on leur annonce que ces logements vont être construits avec de l'argent public. Vous voyez bien comment ça peut dégénérer dans une petite commune de 1500 habitants. Autre élément important, on en a parlé un petit peu ce matin, la difficulté à trouver des personnes qui acceptent de mener ces projets de construction dans des espaces qui ne sont pas forcément des espaces très attractifs. Je n'ai jamais vu Bouygues Immobilier ou Nexity s'aventurer au-delà de Versailles pour aller construire du petit collectif en centre-bourg et en densification.
Les promoteurs et les bailleurs sociaux que j'ai rencontrés sont vraiment d'un type très particulier. Souvent, ce sont des personnes qui se lancent, qui font leur première opération de promotion immobilière, avec les enjeux de risque que ça peut générer. Ou bien des bailleurs sociaux qui sont des bailleurs sociaux qui viennent d'autres départements. Par exemple, dans le Val d'Oise, on trouve énormément de bailleurs sociaux de l'Oise, enfin énormément, quelques bailleurs sociaux de l'Oise qui acceptent d'intervenir dans le Val d'Oise parce que les opérations sont plus rentables que celles qu'on leur propose dans l'Oise, mais quand même un système qui est compliqué et des élus qui se trouvent vraiment en difficulté pour réussir à mobiliser les personnes qui vont venir construire sur leur commune. S'ajoute à cela un problème d'ingénierie périurbaine qui n'est pas univoque sur les territoires périurbains. On va avoir certaines communes qui sont très bien dotées en ingénierie, notamment lorsqu'on est en présence d'un parc naturel régional, mais d'autres où il y a vraiment une question qui se pose de comment faire, comment est-ce qu'on construit autrement avec peu de solutions qui sont proposées par la puissance publique. Bon. Dernier point, dernière aporie dans cette situation très compliquée pour réaliser de la densification en centre-bourg, qui est celle de l'adéquation du logement produit aux attentes des habitants. Donc moi, je me suis intéressée à enquêter une centaine d'habitants qui habitaient dans des opérations que j'avais identifiées, qui étaient de la densification en centre-bourg, en faisant du porte-à-porte. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu la nature, la qualité de ces constructions. Donc, en fait, on va avoir des opérations qui sont assez standardisées, c'est-à-dire qu'il faut correspondre à un type que moi j'ai appelé le type néo-village, c'est-à-dire un alignement sur rue, un rez-de-chaussée avec des combles qui proposent des logements, des façades avec de la pierre en deux parements ou de la fausse pierre de parement ou de l'enduit qui va couvrir ces façades-là, des fenêtres plus hautes que larges, des toits en pente couverts de tuiles, puis des volets en bois. Ça, c'est vraiment le type architectural qu'on va retrouver, c'est-à-dire que ne se réalise sur la centaine d'opérations que j'ai identifiées et analysées, 95% avaient ce type architectural-là, plus ou moins prononcé. Là, c'est une autre opération qui est dans un contexte complètement différent. La première, on était à l'est de l'Île-de-France, là on est au nord, dans l'Oise, et on voit qu'on reprend un petit peu ces mêmes caractéristiques, avec également tout un travail. Là, on est sur un immeuble d'une trentaine de logements, tout un travail pour ne pas faire lire la densité, qui est vue comme étant une condition de son acceptabilité. Et donc, l'architecte a, avec plutôt une certaine réussite, travailler sur les hauteurs des toits, travailler sur les couleurs des enduits qui ne sont pas identiques, sur les hauteurs de toiture, afin de donner à lire plutôt une typologie qui est celle de la maison de ville, plutôt qu'une typologie d'immeuble collectif. Plus ou moins de réussite. Un autre programme qui, moi, me fait hérisser, mais je ne devrais pas être dans le jugement de valeur puisque je fais de la recherche, mais quand même, qui est à Mormant, donc à l'est de la Seine-et-Marne également, où là, on voit que les typologies architecturales sont reprises, mais avec une absence totale de traitement de l'insertion urbaine de ces constructions. Une production, certes en densification, mais sur un foncier qui est quand même sous-densifié à mon sens, et qui, si ça avait été un projet porté, réfléchi, mûri, avec une bonne ingénierie, on aurait pu aller sur une densité bien plus importante avec une meilleure production d'espace urbain. Donc, ce qui est important dans ces opérations, c'est qu'elles ne se donnent pas à lire comme étant denses, notamment à travers l'utilisation d'éléments de décor. On est un petit peu dans le pastiche. Alors, j'ai retrouvé de nombreuses fois des porches comme ça, qui sont plus ou moins marqués, qui laissent plus ou moins passer des vues sur des éléments emblématiques du village. Puis ça m'a beaucoup amusé, c'est l'usage du double volet. Donc, vous avez un volet roulant parce que c'est le confort, parce que les gens ont envie d'avoir des volets roulants, parce que ça isole mieux visuellement de la lumière du jour, et puis ces éléments de décor qui sont donc des volets en bois, en fait, qui sont dans une optique uniquement décorative et qui participent pleinement à ce type néo-village qu'on retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Île-de-France, alors que quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'architecture en Île-de-France, il y a des types qui sont quand même assez marqués et assez contrastés, et donc on est sur un type architectural qui atteint sa pleine autonomie, qui se différencie de son implantation et qui s'autonomise en fait. Et ce type néo-village est proposé uniformément à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de l'Île-de-France et même dans d'autres contextes.
Voilà un petit peu une synthèse à travers des coupes que j'ai prises, qui m'ont pris beaucoup de temps, donc que j'aime beaucoup montrer en présentation, même si je n'ai pas le temps de m'attarder dessus. Et en fait, la question de ce type architectural, à part qu'elle fait se hérisser certains de mes amis architectes, c'est pas tellement moi sur cet angle-là que je l'ai pris, mais c'est plutôt sous la qualité du vécu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on habite dans ces immeubles, dans ces architectures néo-villages. En fait, on est en contexte périurbain. Pourquoi les gens vont habiter en périurbain ? On a énormément de chercheurs qui ont montré que ce qui intéresse les périurbains, c'est surtout leur rapport aux espaces extérieurs, leur rapport aux espaces ouverts, le fait de posséder un jardin. Or, quand vous êtes sur des architectures avec des petites fenêtres, avec une absence de balcon, une absence de rez-de-jardin, comment vous n'avez pas accès à un espace extérieur. Et ça, c'est très, très, très décrié de la part des habitants que j'ai rencontrés. Et du coup, cette architecture qui est produite, elle ne répond pas aux attentes des habitants en question. Donc, beaucoup d'habitants que j'ai rencontrés étaient même étonnés que je leur pose la question du choix. Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi d'habiter en appartement plutôt qu'en maison ? Beaucoup signifiaient que ce n'était pas nécessairement un choix, mais plutôt une contrainte. Alors, soit momentanée, parce qu'ils allaient accéder à la propriété plus tard, soit un état momentané qui allait quand même durer avec des sentiments de frustration dans un parcours résidentiel. Par contre, dès que j'ai rencontré des ménages qui avaient accès à des rez-de-jardin, il y en a quelques-uns, pas assez, mais quelques-uns, on voit que l'habitat collectif vient quasiment est un compromis lorsqu'il dispose d'un jardin et qu'il n'y a pas forcément une réelle adhésion à la maison individuelle. En tout cas, des entretiens que j'ai faits, c'est ce qui ressortait. Il y avait l'idée que dès qu'on avait un jardin, on avait les qualités en fait, de la maison individuelle et c'était ça qui était recherché. Du coup, ça m'a donné lieu à 3 profils de ménages que j'ai pu identifier. Premier profil, les ménages satisfaits. Ce sont des ménages qui cherchaient à vivre en appartement, en périurbain, qui font vraiment le choix du périurbain, mais tous quasiment font le choix du périurbain, et qui ont fait le choix de l'appartement. Ça correspond surtout à des ménages de personnes âgées qui ont abandonné leur maison individuelle, revendue, et qui ont accédé à un appartement plus petit, en rez-de-chaussée, mieux adapté à leurs besoins, à proximité des commerces. Ça correspond quand même à une partie des personnes que j'ai pu rencontrer. Deuxième type, des ménages que j'ai appelés en transition, en parcours, qui sont souvent des jeunes couples qui emménagent ensemble pour la première fois, qui emménagent ensemble dans un appartement locatif en centre-bourg et qui se posent la question de leur avenir qui sera sûrement maison individuelle. Eux expriment plutôt une satisfaction relative de leur logement. C'est une offre qui leur correspond parce qu'elle est là pour un temps. Et c'est extrêmement présent, exprimé dans les discours que j'ai pu avoir. Notamment, ce temps va s'arrêter clairement avec la naissance du premier enfant. C'était très marqué dans les entretiens que j'ai pu faire. Troisième type de ménages, qui sont assez nombreux, ce sont les ménages qui souhaiteraient et qui aspirent à vivre en maison individuelle, mais qui ne peuvent pas. Souvent des familles monoparentales, mais parfois des familles en situation de suroccupation de logement. J'ai rencontré 6 personnes dans un petit 2 pièces, par exemple, et qui interrogent ce modèle de l'habitat collectif. En conclusion de cette présentation, je voudrais revenir sur l'idée de la densification qui est un peu présentée comme étant la doxa, un peu le remède à l'étalement urbain, la solution à tous les maux qu'on rencontre au XXIe siècle, ou presque, et qui en fait me semble peu adaptée, notamment en contexte périurbain, parce qu'elle ne répond pas aux attentes des ménages, et qui est également assez mal vécue. D'autant que se pose la question du report de l'étalement urbain, c'est-à-dire que les ménages qui ne peuvent pas accéder à la maison individuelle parce qu'il n'y a pas d'offre sur les communes, parce qu'on est en Île-de-France et que la densification est largement imposée et plus contrainte que dans les départements limitrophes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils accèdent à la propriété à 20 km plus au nord de l'Île-de-France. Ils vont accéder à la propriété dans l'Oise, ce qui génère des problèmes très importants de report de l'étalement urbain qui sont déjà mesurés, notamment par l'Institut d'urbanisme de Paris, qui se pose cette question. Voilà pour ma présentation.